Bonsoir à tous. Plus de 20 000 enfants en situation de rue sont recensés par la coalition malienne pour les droits de l'enfant COMAD. Inquiet de leur situation, elle a organisé une journée de plaidoyer sur leur situation au cours de laquelle elle a attiré l'attention des autorités sur la situation. Vous allez en savoir davantage dans ce journal. Crise d'enseignement au lycée public de Bandiagara. Nous allons également parler dans cette édition. Les élèves à travers le comité AYAM de la ville interpellent les autorités sur la situation. Les détails, ça sera dans le tour du Mali. L'association Solidarité pour le Sahel, Solissa, n'est plus opérationnelle sur le territoire national. Sa dissolution a été annoncée par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation lors du Conseil de ministres du mercredi 17 janvier 2024. L'association est accusée de financement de terrorisme et blanchiment de capitaux de celui-ci. Voilà donc les sommaires. Bienvenue aux informations sur la télé Totalement Vôtre. Un atelier de 2 jours sur le projet du Code d'éthique et de déontologie du Parlement s'est ouvert ce jeudi au Centre international de conférence de Bamako. L'objectif de ces 2 jours d'atelier est d'imprégner les membres du Conseil national de transition du contenu du document avant sa validation. Je propose ici de suivre quelques réactions sur l'importance de ce code au micro de Idrissa Sidibé et de Zakaria Omar Keïta. L'élaboration d'un code d'éthique et de déontologie pour le Parlement, on vient de noter que la stratégie nationale de contrôle interne du Mali, à travers la triptyque qu'elle prône pour une gestion efficiente des ressources, à savoir l'élaboration de manuels de procédures administratives, comptables et financières, code de déontologie pour chaque structure, le plan de carrière pour une gestion efficiente des ressources humaines, toutes choses qui par ailleurs militent en faveur de l'adoption de ce code, nous interpellent pour une dotation effective de notre Parlement d'un tel instrument. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est inédit. Il est l'expression d'une volonté politique claire de notre institution d'appliquer une obligation communautaire visant à faire de la transparence le creuset de toutes les actions relatives à la gestion du Parlement. Dans un contexte marqué par les divers assauts contre notre option, la résistance et la résilience de notre peuple est une source d'inspiration pour toutes les nations libres. En tout état de cause, personne ne doit être au-dessus des principes de bonne gouvernance pour que les ressources publiques soient préservées. S'il est vrai que la transparence est un facteur qui amoindrit le risque de sabotage du denier public, il est tout aussi vrai que l'élaboration de règles de déontologie et d'éthique constitue une barrière infranchissable pour tous ceux qui seraient tentés de légèreté vis-à-vis des ressources publiques. La proposition de loi relative au code d'éthique et de déontologie est le fruit d'un examen de l'éthique et de la conduite parlementaire à l'échelle mondiale et vise à codifier les principes transversaux de conduite parlementaire exprimés par les parlementaires eux-mêmes. Les parlementaires, au terme de cette proposition de loi, se doivent de défendre la démocratie et les droits de l'homme, agir dans l'intérêt public, assurer l'intégrité publique et éviter les conflits d'intérêts. Au regard de l'importance des bénéfices attendus de cet atelier, je souhaite vivement que les participants suivent les exposés des experts avec une attention tout à fait particulière. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. Pour financement du terrorisme et blanchiment de capitaux, le ministre de l'Administration territoriale dissout l'association Solidarité
pour le Sahel à Soulissa. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a informé de la dissolution de l'association Solidarité pour le Sahel pour financement du terrorisme et blanchiment de capitaux. C'est du moins ce qui ressort du communiqué du Conseil des ministres du mercredi 17 janvier 2024. Assistant Diallo nous en parle. Le Conseil des ministres a été informé le mercredi 17 janvier de la dissolution de l'association Solidarité pour le Sahel, une association signataire d'accords cadres avec l'État par le ministre de l'administration territoriale. Elle intervient dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'eau, de l'énergie, de l'éducation et de la santé dans les régions de Kayes, Koulikoro, Mopti et Tombouctou. Depuis un certain temps, il a été constaté qu'elle exerce ses activités dans le domaine humanitaire dans la région de Kidal où elle dispose d'une antenne, ce qui constitue un manquement aux dispositions de la loi relative aux associations, de l'accord cadre et aux dispositions statutaires de l'association. Selon le communiqué du Conseil des ministres, il ressort des investigations que l'association Solidarité pour le Sahel est un outil de financement des activités des groupes armés signataires du CSP-PSD, agissant en violation des textes et contre les intérêts de l'État et des populations de la région de Kidal. Les groupes armés, pour mettre en œuvre leur volonté de contrôler tous les financements destinés à la région de Kidal, ont parfois tué des prestataires humanitaires, détruit et enlevé tous les moyens des autres intervenants humanitaires afin de les obliger à mettre leurs moyens et fonds à la disposition de l'association Solidarité pour le Sahel. Ces agissements, de nature à contribuer au financement du terrorisme et au blanchiment de capitaux, constitue une menace pour la paix et porte atteinte à l'intégrité du territoire national. Aussi, soutient le communiqué, au regard de ce qui précède et compte tenu du danger que l'association Solidarité pour le Sahel représente, sa dissolution et le démantèlement de ces dangereux réseaux complices s'avèrent nécessaires en vue de préserver la paix et l'unité nationale. Après le lancement des travaux des États généraux de l'éducation le mardi dernier, notre équipe de reportage a fait un tour pour s'imprégner du déroulement des travaux. Et selon des participants, tout est mis en œuvre pour l'élaboration des recommandations permettant de relever les défis auxquels le système éducatif malien est confronté. Je vous propose ici de suivre quelques réactions avec Gabriel Keïta. Comme vous le constatez, les travaux des États généraux de l'éducation se passent à hauteur de Souhé. Cela s'explique par la présence massive de tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'école et la grande représentativité. C'est le Mali dans son entièreté qui est là à Bamako, au CICB, pour passer au peigne fin le chemin parcouru jusque-là en matière d'éducation et poser de nouveaux jalons pour le renouveau du système éducatif et universitaire de la République du Mali, comme recherché par les plus hautes autorités du pays. Nous sommes très satisfaits du déroulement des travaux et des recommandations faites. Bon, de façon générale, les travaux se passent à hauteur de souhait. Il y a des véritables débats au niveau des différents sous-groupes de travail. Les participants sont motivés, sont engagés. Chacun est en train de jouer sa partition pour le renouvellement, la refondation du système éducatif malien. Au stade de ces recommandations qui sont formulées par l'ensemble des groupes qui ont fait le travail, elles sont très nombreuses et variées. Et je suis sûr et certain que la plupart des recommandations, en tout cas de ce qui peut faire que l'école, le système scolaire puisse être valorisé, toutes ces recommandations ont été faites. Donc maintenant, nous attendons la suite qui va être réservée à ces recommandations. Donc nécessairement, je pense qu'il y aura un comité de suivi qui sera mis en place, ne serait-ce que pour le suivi de ces recommandations en vue de leur meilleure application. Donc nous avons une réelle satisfaction et nous pensons qu'à l'issue justement
de ces travaux-là, nous saurons remettre l'école sur les rails et redonner à l'école malienne ses lettres de noblesse. Et désormais que notre école, que nos enfants, nos enseignants puissent être compétitifs sur le plan national et international. Ces états généraux de l'éducation aujourd'hui, c'est une nécessité, un tremplin qui peut permettre à l'éducation de retrouver ses noblesses d'antan, parce qu'il faut reconnaître que l'éducation au Mali, c'était parmi les meilleures dans le temps. Et aujourd'hui, l'occasion est là pour essayer de pallier les difficultés dont le système éducatif est victime, pour aller de l'avant et faire un sursaut pour un système éducatif beaucoup plus apaisé, et puis un domaine pacifié avec des enseignants qualifiés, avec tout ce qu'il y a comme didactique nécessaire de façon endogène, propre à nos réalités. Essayer d'éviter de calquer tout sur l'extérieur. À l'instar des autres établissements fondamentaux et secondaires publics du Mali, le lycée public de Bandiagara fait face à un manque criard de personnel enseignant. Toute chose qui ne facilite pas l'exécution du programme scolaire à hauteur de souhait. Soucieux de leur avenir, les élèves, à travers le comité AEM de la ville, interpellent les autorités. Aïssata Diarra nous en parle. Le manque d'enseignants se fait de plus en plus sentir dans les régions et certaines zones rurales du pays. Une inégalité liée à une gestion défaillante des ressources humaines dans ce secteur défavorise les élèves issus des zones rurales. Le lycée public de Bandiagara ne se dérobe pas de cette triste réalité. Pour protester contre ce manque d'enseignants, le comité AEM a décrété une grève de 24 heures le mercredi 17 janvier 2024. Au cours d'une marche organisée à cet effet, le comité AEM du lycée a rencontré le gouverneur de la région afin de lui expliquer la situation qui perdure depuis plus de 5 ans. Pour rappel, cette crise d'enseignants a été constatée encore cette année à la veille de la rentrée scolaire. L'exemple éloquent a été le cas de la commune rurale de Sansankide, dans le cercle de Diema, région de Kaya. En effet, dans les 4 écoles publiques des villages de Sansankide, Kamisa Kide, Sanka Madina et Kewa Kasonki, qui compte la commune, seuls 4 enseignants des directeurs d'école sur un total de 12 se sont présentés. Le CAP a demandé à la mairie de recenser les vacances de poste en vue de prendre des mesures concernant les cas de mutation. Il s'est montré incapable de trouver la solution puisque les mutations sont gérées sur le plan national, déplorait Moussa Diarra, adjoint au maire. En tout cas, cette situation d'inégalité entre les fils et les filles des mêmes États mérite d'être définitivement réglée au cours des États généraux de l'éducation qui se tiennent actuellement. Le Mali compte plus de 20 000 enfants en situation de rue. Inquiète de ce nombre, la coalition malienne pour les droits des enfants COMAD a organisé ce jeudi 18 janvier 2024 une journée de plaidoyer contre l'exposition et l'exploitation impliquant les enfants sur les voies publiques dans le district de Bamako. L'objectif de cette journée de plaidoyer est de mettre en lumière les défis auxquels les enfants maliens sont confrontés et encourager une action collective pour protéger leurs droits. C'était sous la présidence de Dr Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et c'était également en présence de notre reporter Lolo Madibate. Voici son compte rendu. L'exposition et l'exploitation des enfants sur les voies publiques sont des problèmes graves auxquels de nombreux enfants maliens sont confrontés. Ils sont souvent contraints de mendier, de travailler ou de se livrer à des activités dangereuses pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille. À l'occasion de cette journée de plaidoyer, la COMAD et ses partenaires se mobilisent afin de sensibiliser le public sur le danger et les conséquences de l'exposition et de l'exploitation des enfants sur les voies publiques. Cette pratique actuellement dévoyée est devenue une source de revenus pour certains adultes capables de travailler
qui n'ont aucun état d'âme en utilisant des enfants sur les voies publiques. L'exploitation et l'exposition des enfants sur les voies publiques revêtent de nos jours un caractère démonisant pour l'enfant et s'oppose à la réalisation de ses droits fondamentaux. La mendicité est devenue de nos jours un phénomène préoccupant. Les pouvoirs publics et les organisations de la société civile, dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement au Mali, sont préoccupés. Au Mali, on estime aujourd'hui à plus de 20 000 enfants en situation de rue, dont 10 000 enfants à Bamako, avec 43% de filles. Un document de plaidoyer relayant le danger et les conséquences de l'exposition et de l'exploitation des enfants sur les voies publiques a été remis au ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, qui a promis d'en faire un usage judicieux pour sauver les enfants sur les voies publiques. Je puis vous assurer que mon département examinera avec la plus grande attention vos recommandations et vos propositions en vue de leur acheminement acquis des droits. Je voudrais rassurer également, Monsieur le Président, le représentant du Président du Parlement des enfants, que le document de plaidoyer qui vient de m'être remis, effectivement, sera transmis acquis des droits et que nous œuvrerons pour que les préoccupations évoquées ici soient prises en compte efficacement. À la sortie de cette journée de plaidoyer, la coalition malienne pour les droits de l'enfant, engagée dans la promotion et la défense des droits des enfants, promet de continuer à travailler afin de mettre fin à cette pratique. Cette nouvelle avant de poursuivre le journal. Le 4e adjoint au maire de la commune 6 du district de Bamako, Doumbia, a été enlevé par des hommes cagoulés dans 2 4x4 grises depuis le mardi dernier aux environs de 18h. Nous allons revenir sur cet élément avec l'évolution de la situation. Affaire EDM SA, l'audition de 2 membres du gouvernement et d'un conseiller spécial du président de la transition demandé. Et oui, en plus de la convocation des membres du conseil d'administration de l'énergie du Mali à la brigade du pôle économique et financier, le sulfureux dossier EDM risque de connaître un rebondissement inattendu avec l'implication possible des personnalités actives de la transition. Awa Sanogo. Désormais transmis à la Cour suprême, l'affaire d'EDM ne finit plus de dévoiler ses secrets. Après l'interpellation et la mise à garde à vue de plusieurs cadres de la société EDM et d'un ancien ministre, d'autres personnalités seront concernées par le dossier. Il s'agit, apprend-on, des membres du conseil d'administration ayant statué sur l'attribution du marché des 27 groupes électrogènes entre EDM SA et CASEC. Le plus surprenant dans cette affaire est l'audition demandée par une partie de 2 membres du gouvernement et d'un conseiller spécial du président de la transition. Si cette information se confirme, le dossier qui défraie la chronique prendrait une tournure inattendue avec l'implication des personnalités au plus haut sommet de notre pays. Du 10 janvier 2024 à nos jours, la brigade du pôle national économique et financier a déjà placé en garde à vue pour faux et usage de faux et atteinte aux biens publics l'ancien ministre de l'énergie, Lamine Sidou Traoré, et plusieurs cadres de la société EDM SA. Actualité sur un tout autre plan. La caravane à santé du 3e âge, initiée par la Fondation Orange Mali en partenariat avec le Conseil national des personnes âgées du Mali, le programme national de santé oculaire lancé depuis le 3 octobre 2023 a pris fin ce jeudi 18 janvier 2024. La cérémonie de clôture s'est tenue au centre de santé de référence des Kati en présence des autorités communales, coutumières et sanitaires du cercle. La Sinjakité, compte rendu.
Cette caravane ophtalmologique couplée à une caravane de consultation médicale pour les personnes du 3e âge en médecine générale, en cardiologie, en urologie et en diabète a été organisée dans plusieurs localités du Mali. Pour cette édition, une forte mobilisation a été constatée sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est avec un grand plaisir que la Fondation d'entreprise Orange Mali est présente à cette cérémonie de clôture de la caravane du 3e âge en faveur des populations du Mali. Dans le cadre de nos activités de solidarité, notre fondation entend contribuer profondément à l'accès aux soins des populations, particulièrement les populations des campagnes. C'est dans ce cadre qu'elle soutient les efforts de l'État à travers le ministère de la Santé et du Développement social dans la lutte contre la cécité par le financement d'une caravane ophtalmologique de consultation et de chirurgie de la cataracte à travers tout le pays depuis 2005. Elle a aussi réalisé pour les personnes du 3e âge 4 966 consultations en médecine générale, 1724 contrôles de glycémie et plus de 1974 bénéficiaires de médicaments. Les données de Cathy viendront compléter ces statistiques. Les bénéficiaires de ces différents soins ont remercié la Fondation Orange Mali pour l'initiative. Les autorités du cercle de Kati ont également remercié la Fondation Orange Mali pour le choix porté sur leur commune. Elles demandent à la Fondation de prendre en compte d'autres maladies liées à la vieillesse. Exprimer toute notre gratitude pour le choix porté sur le centre de santé de référence de Kati pour abriter la cérémonie de clôture de la caravane nationale de consultation ophtalmologique suivie de chirurgie gratuite de la cataracte édition 2023. Au nom des plus hautes autorités de notre pays et au mien, nos sincères remerciements vont à l'endroit de tous les partenaires qui assistent les programmes dans la réalisation de ces objectifs, notamment la Fondation Orange Mali. En 2023, la Fondation Orange Mali a contribué à hauteur de 9 milliards de francs CFA dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, mais aussi à améliorer les conditions de vie des personnes démunies. Actualité hors de nos frontières, les journalistes sportifs du Mali à Korogo ont reçu dans la matinée du jeudi 10 janvier 2024 dans leur quartier général une forte délégation des autorités maliennes venues s'enquérir des conditions de séjour des journalistes sportifs présents à la CAN 2023. Djelika Guindo, Maliki Diallo, nos envoyés spéciaux depuis à Korogo. Composé des présidents des ligues de football du Mali, les membres de la Commission nationale de mobilisation, du consul de Bouaké ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali, cette visite est logique et nécessaire selon Issa Sidibé, porte-parole des présidents des ligues de football du Mali. Ce sont les journalistes régulièrement qui nous rendent visite lors des rencontres de nos différentes ligues. Et juste pour venir les saluer en disant que nous aussi nous sommes là et puis discuter avec eux par rapport non seulement au déroulé de la compétition mais aussi leur avis surtout qui compte pour la mobilisation et pour la sensibilisation surtout de nos concitoyens qui sont non seulement ici et qui sont venus du Mali. Je pense que cette CAN est spéciale non seulement pour les journalistes, pour les dirigeants et pour tous les Maliens. Parce que nous pensons effectivement arriver à bout cette fois-ci. Et nous sommes dans un pays que la Côte d'Ivoire qui aussi prétend avoir le trophée. Donc juste à côté de nous, je pense que ça ne va pas engendrer beaucoup de frais si nous remportons la coupe et nous allons rallier le Mali par la voie terrestre. Après leur visite chez les supporters, il était important pour la délégation de venir se rassurer des conditions de séjour des journalistes sportifs. L'objectif de notre visite, c'est d'aller voir là où il y a les Maliens et de se rassurer qu'ils sont bien installés et que le travail est en train de bien se faire et qu'il n'y a aucun souci. On est passé dans tous les endroits où il y a les Maliens, chez tous les supporters et on va continuer comme ça afin de se rassurer que tout se passe bien. Cette visite a été appréciée à sa juste valeur par le chef de la délégation de l'Association des journalistes sportifs du Mali, Baba Sissouma. On s'est senti considéré par les autorités pour la juste cause qui est la couverture des aigles à la CAN, la couverture de la CAN, l'information sur les aigles, sur la CAN, la communauté malienne. Bref, c'est une visite qui nous est allée droit au cœur. Je crois qu'elle est très importante et nous l'avons accueillie avec beaucoup de bonheur. A rappelé,
La veille de cette visite, le consul du Mali à Bouaké avait offert un méchoui aux journalistes maliens présents à Korogo. Nous allons rester en Côte d'Ivoire. Vous avez suivi tout à l'heure le match Côte d'Ivoire-Nigeria et les Nigérians ont mené 1-0. Depuis Korogo, nos envoyés spéciaux ont tendu leur micro à des supporters des deux pays. Les Ivoiriens étaient confiants jusqu'au coup de sifflet final. Je vous propose de suivre. Oui, il y a confiance. On fait comme on est là. On a payé maillot. Il y a vernis, brassard, drapeau, serré pacha pour venir ici. On n'est pas découragé. Découragement n'est pas ivoirien. On débrouille, on est là. C'est pas encore fini. Le match n'est pas encore fini. Non, on est là. On prie Dieu. On va mettre au moins 1-1. Au moins 1-1. Donc on est là. Supporter Mazo, c'est nous. On est là jusqu'à la fin. Voilà. Donc c'est ça, c'est tout. On est venu, on est supporter Mazo, hein. Donc on est dedans seulement. Forcément, Côte d'Ivoire va gagner. 2-1, score final 2-1. Côte d'Ivoire est premier. On a confiance. Seko Fofana, tête. Seko Fofana va faire tête, but. En tout cas, vieux, moi j'ai confiance. C'est mon pays. On est ensemble, Côte d'Ivoire. On se prend score final 2-1. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que le Nigeria, même si ce n'était pas penalty, nous on est marqué. Mais vu que ça fait déjà 1-0, tout à l'heure, Osimhen va mettre 1, ça fait 2, et puis score final, ça fait 3-0. Voilà, fort. C'est le Nigeria, toujours, c'est là-bas gagné. Aïe, et maintenant dans les pays, c'est les gars qui vont rester. Voilà, c'est mieux quoi. C'est tout ce qu'il y a à dire. Aïe. Et voilà, c'était là la réaction des supporters ivoiriens après le match contre le Nigeria. Et nous refermons cette édition par la présentation de deux ouvrages du docteur Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre. Le premier s'intitule « La faillite de l'État malien ». Les origines, les responsabilités, les pistes de solutions. Voilà. Une œuvre donc du docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre malien, qui s'intitule « La faillite de l'État malien ». Les origines, les responsabilités, les pistes de solutions. Le second est coécrit avec Isiaka Ahmadou Singaré et c'est un hommage au général d'armée Moussa Traoré. Et voilà, les deux œuvres sont disponibles dans toutes les librairies de Bamako. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, à même chaîne. D'ici là, prenez bien soin de vous et à demain.